en campant le débat, il a montré que la liberté de la presse constitue un élément constitutif de la démocratie. Parce que quand on parle de démocratie, il y a des éléments constitutifs. Et parmi ces éléments constitutifs, il y a d'abord l'organisation d'élections libres au suffrage universel, il y a l'existence d'une justice indépendante, il y a la possibilité d'alternance politique, il y a également la reconnaissance des droits de l'opposition politique, et le dernier pilier, comme Dieu l'a dit, c'est la liberté de la presse. Quand on parle de liberté de la presse, on pense à la liberté d'expression, on pense à la liberté des opinions. Donc, en plus de cette liberté de la presse, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Je pense que le premier paramètre, c'est le droit à l'information. Le deuxième paramètre, c'est le pluralisme des médias. Quand on parle de pluralisme des médias, il ne faut pas qu'il y ait une concentration des médias. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte d'unanimisme. Il ne faut pas que l'on nous installe dans une sorte d'idéocratie. Mais il faut qu'il y ait une diversité de médias avec une diversité de lignes éditoriales et une diversité des opinions. Il y a également le pluralisme des opinions, et quand on parle de pluralisme des opinions, on pense souvent à ce qu'on appelle l'élargissement du cercle de la parole. Il faut qu'il y ait une publicisation des problèmes de la société, il faut qu'il y ait une circulation et une confrontation des opinions au sein de cette société. Et je pense qu'en partant de tous ces éléments, on voit bien qu'il y a un lien entre la liberté de la presse et la démocratie. Mais ce que je souhaite ajouter en complément par rapport à la communication de mon collègue Moustapha Gueye, il faut aussi que les journalistes qui sont là, que les apprentis journalistes qui sont là, c'est-à-dire les étudiants, il faut qu'ils sachent que la liberté de la presse, ce n'est pas une liberté absolue, mais c'est une liberté relative. Il y a Montesquieu qui disait que quand quelqu'un a du pouvoir, il est toujours porté à abuser de ce pouvoir-là. Et ce que Robespierre confirme en disant que le premier des biens de l'homme, c'est la liberté, mais le plus sacré, cette liberté contient également le plus sacré des droits de l'individu. Et que cette liberté a comme forme, ou bien cette liberté a comme limite les droits des autres. Donc les journalistes, dans le cadre de leur travail, il faut qu'ils prennent en compte que leur liberté a des limites. Et par rapport à ça, je souhaite soulever un certain nombre de questions qui nous interpellent. Moi, ça m'interpelle en tant que journaliste, parce que moi, je suis journaliste par vocation, avant de devenir formateur et universitaire. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui nous interpellent par rapport même à l'actualité. Il y a d'abord des atteintes à la vie privée des autres. Il y a des atteintes à la présomption d'innocence. Il y a la multiplication des inexactitudes. Il y a l'incapacité à fournir des informations fiables. Il y a, je pense que M. Steele a évoqué tout à l'heure de l'appel, dans le cadre de la concurrence, il y a la recherche du spectaculaire et du sensationnel. Et je pense qu'il est du devoir des membres de la corporation de veiller à ce qu'une certaine vision ne soit pas franchie par les journalistes. C'est ce que je voulais dire par rapport, en guise de complément à la communication de M. Gueye. Par rapport aux technologies de l'information et de la communication, les gens ils évoquent le cas de la Tunisie. Il y en a même qui parlent de révolution 2.0, de révolution Facebook, ou bien de révolution Twitter. Les gens sont fascinés par la technologie à tel point que, au cours des événements d'Égypte et de Tunisie, j'avais vu dans le journal Le Monde qu'il y avait des gens qui avaient baptisé leur site Facebook, par exemple. Mais il faut que les gens sachent raison garder. La révolution 2.0, ça n'existe pas. La révolution par les technologies de l'information et de la communication, ça n'existe pas. Ce qui s'est passé en Tunisie et qui s'est passé en Égypte, ce sont des révolutions de rue. Ce sont des révolutions avec des discours enflammés, ce sont des révolutions avec des prières, ce sont des révolutions avec des combats, ce sont des révolutions avec du sang versé.
on a vu qu'à un certain moment donné, les pouvoirs en place avaient coupé l'Internet et les téléphones portables, mais les gens avaient continué à manifester contre l'injustice. Donc, dans ces sociétés-là, il faut savoir que ces technologies de l'information et de la communication n'ont été que des outils de mobilisation. Parce qu'il faut noter également que dans ces sociétés, il y a une communauté qu'on appelle la communauté des militants numériques. Vous prenez l'exemple de l'Égypte. Vous avez un pays de 80 millions d'habitants. Et dans ce pays, les 24 millions ont Internet à leur disposition. Dans ce pays, vous avez 5 450 000 comptes Facebook. On peut utiliser la technologie pour mobiliser les populations, mais il faut que les gens sachent que ceux qui font la révolution, ce ne sont pas les technologies, mais ce sont les individus. Et je voudrais dire par rapport à cela, j'ai vu pendant la campagne électorale des blogueurs qui s'étaient réunis pour mettre l'accent sur un travail à faire pour renforcer la transparence du scrutin, etc. Moi, je dis par rapport à ça, pour nous qui travaillons sur la recherche en communication, que les nouvelles technologies sont souvent accompagnées d'un discours idéologique. Et que chaque nouvelle technologie qui apparaît véhicule une idéologie. Rappelez-vous que dans les années 70, aux États-Unis, au moment de la guerre du Vietnam, dans le combat des Noirs pour la liberté, dans la lutte des femmes pour l'acquisition de certains droits, les Bill Gates et consorts avaient créé le Memory Act et ils disaient qu'ils allaient utiliser l'informatique pour libérer la société américaine. Vous avez une forme d'utopie. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir et qu'il a autorisé les radios libres, les gens avaient dit que les choses allaient changer. Avec Internet, au début des années 2000, il y a eu l'utilisation de certaines expressions. Par exemple, ce que l'on appelle la société post-industrielle, ce qu'on a appelé la société de la quatrième dimension, ou bien ce qu'on a tout simplement appelé la société de l'information. Donc, on n'est plus dans une société industrielle, mais on est sorti de cette société industrielle pour entrer dans une société de l'information. Et tout cela, ça constitue un discours idéologique. C'est un discours qui pousse les gens à croire que par le biais de la technologie, l'homme détient la solution miracle. Alors qu'il n'en est pas le cas. Au début des années 2000 en France, les gens tenaient un discours enflammé sur les startups. Mais aujourd'hui, où en sont les économies des pays européens? Donc il faut que les gens sachent ça. Donc c'était cette petite contribution que je voulais apporter. Bon, je ne voulais même pas intervenir dans le débat, mais j'apporte cette petite contribution. Peut-être que si les étudiants m'interpellent, je pourrais apporter d'autres éclaircissements. Et puis, je vous remercie.